mieux comprendre l'intérêt et la logique du test du Lagrange approché, ou en tout cas au niveau méthodologique, on va réaliser un exemple. Soit un groupe de 10 patients, groupe A, suivi pour un cancer de type adénocarcinome pancréatique, cancer pancréatique exocrine. En parallèle, l'on suit un autre groupe de 12 patients, groupe B, atteint d'un carcinome endocrine, cancer pancréatique endocrine. L'on souhaite comparer la survie de chacun de ces deux groupes dans un délai de 9 mois. Les durées de vie sont ci-après données. Alors, petite précision, les petites croix qui sont mises à côté des chiffres vont correspondre aux individus qui vont être perdus de vue. Et ceux qui vont figurer sans plus, ça va être les personnes décédées. Pour répondre à ce type d'exercice, première étape, on va calculer le nombre de sujets à risque et le nombre de personnes décédées à chaque temps de décès dans les deux échantillons. Au niveau du groupe A, qu'est-ce qu'on observe? On observe que l'on a un temps de décès au temps numéro 4, un temps de décès au temps numéro 5, un temps de décès également au temps numéro 7 et un temps de décès au temps numéro 9. Dans le groupe B, les temps de décès vont être les temps 2, 5, 7, 8 et 9. On résume toujours ici en mois. On va devoir remplir la première colonne et dans cette première colonne, on va mettre les temps de décès des deux échantillons confondus. La deuxième colonne et la troisième colonne vont correspondre à l'échantillon A et la quatrième et cinquième colonne à l'échantillon B. Donc, dans la deuxième colonne, on va commencer par déterminer le nombre de sujets décédés à chaque temps de décès. On va commencer avec le groupe A. Pour le groupe A, qu'est-ce qu'on nous dit? On sait que l'on a un individu qui va décéder au temps numéro 4. Mais on n'a pas d'individu décédé au temps numéro 2. Donc ça veut dire qu'au temps numéro 2, on n'aura aucun individu décédé, donc 0, et notre nombre de sujets à risque va rester égal à 10, puisque l'on n'a eu ni individu décédé, ni sujet perdu de vue avant le temps numéro 2. Donc au temps numéro 4, on a un individu qui va décéder, et on aura 2 perdus de vue. Cependant, au temps numéro 4, on va toujours garder un nombre de sujets à risque égal à 10. On va retirer les personnes qui vont décéder ou qui vont être considérées comme perdues de vue au temps numéro 4 à partir du temps numéro 5. Donc c'est-à-dire qu'au temps numéro 5, on va du coup avoir un nombre de sujets à risque qui va passer à 7 puisque on aura retiré à la fois l'individu décédé et les deux sujets perdus de vue du temps numéro 4. Donc au temps numéro 5, il nous restera 7 sujets à risque. Et qu'est-ce qu'on observe? On va avoir également un individu décédé. Ce qui veut dire qu'au temps numéro 6, il va nous rester uniquement 6 sujets à risque. Et qu'est-ce qu'on observe d'autre? On observe aussi que l'on a deux individus perdus de vue au temps numéro 6, ce qui veut dire qu'à partir du temps numéro 7, il ne restera plus que 4 individus à risque dans l'étude. Au temps numéro 7, on a également 2 personnes qui vont décéder. Donc à partir du temps numéro 8, il ne restera plus que 2 sujets à risque dans l'étude. Au temps numéro 8, on n'a pas d'individu décédé, donc au temps numéro 9, il restera encore 2 sujets à risque. Sauf que au temps numéro 9, qu'est-ce qu'on observe? On va avoir un individu qui va décéder et un autre individu qui va être perdu de vue. Ça veut dire qu'à partir du temps numéro 10, c'est-à-dire qu'à partir du 10e mois, eh bien, il n'y aura plus d'individu à risque, il n'y aura plus de NA, c'est-à-dire que NA va être égal à 0, puisque tous les individus vont être soit sortis de l'étude en étant perdus de vue, ou auront soit décédé. Mais on s'arrête à une période de suivi de 9 mois, comme l'on a indiqué dans l'énoncé. Donc, on va conclure qu'au 9e mois, il restera encore 2 sujets à risque. On fait la même chose pour l'échantillon B. Qu'est-ce qu'on observe dans l'échantillon B? Donc au départ, dans l'échantillon B, on a 12 individus. Alors, au temps numéro 1, à t égale 1 mois, on va voir un individu perdu de vue. C'est-à-dire qu'à partir du 2e mois, il ne va rester que 11 individus dans l'étude. C'est pour ça que notre nombre de sujets à risque NB au temps numéro 2 va être égal à 11.
Au temps numéro 2, on va voir un individu qui va décéder, donc au temps numéro 2, dB va être égal à 1. Et on va voir également un individu qui va être perdu de vue. Donc notre nombre de sujets à risque va passer de 11 à 9 au temps numéro 3. Au temps numéro 3, on n'a ni sujet décédé ni sujet perdu de vue. Donc au temps numéro 3 comme au temps numéro 4, il va rester 9 individus encore à risque. Et au temps numéro 4, il n'y a pas non plus de sujet décédé ou perdu de vue. Donc au temps numéro 5, on aura encore 9 sujets à risque. Au temps numéro 5, qu'est-ce qu'on observe? On va voir deux individus décédés, donc dB va être égal à 2. Et au temps numéro 5, bien sûr, et on va voir également un individu qui va être perdu de vue. Donc on va passer de 9 à 6 au temps numéro 6. Et au temps numéro 6, on va avoir un individu perdu de vue. Donc à partir du temps numéro 7, il ne va rester que 5 individus à risque dans l'étude. Au temps numéro 7, un individu qui va décéder, un individu perdu de vue. Donc au temps numéro 8, il ne va rester que 3 sujets à risque. Au temps numéro 8, un individu perdu de vue, un individu décédé. Donc on va passer à un nombre de sujets à risque de 3 à 1 au temps numéro 9. Et au temps numéro 9, le seul sujet restant qui est un sujet à risque va décéder. Donc à partir du temps numéro 10, il n'y aura plus d'individus à risque dans l'étude. Mais encore une fois, notre suivi va s'arrêter au bout des 9 mois. Donc on ne pourra pas prendre en compte le 10e mois dans l'étude. Alors, l'étape numéro 2, on va calculer la probabilité de décès commune, donc la valeur HTI commune pour les échantillons A et B. Alors comment on fait? Petit rappel, la valeur HTI commune, la probabilité de décès commune va être égale à la somme du nombre d'individus décédés dans l'échantillon A plus le nombre d'individus décédés dans l'échantillon B divisé par le nombre de sujets à risque dans l'échantillon A plus le nombre de sujets à risque dans l'échantillon B à un temps donné. Donc, par exemple, pour le temps numéro 2, au temps 2, comment on va obtenir 0,048? Eh bien, on va faire la somme de dA et de dB au temps numéro 2, c'est-à-dire 0 plus 1, que l'on va diviser par la somme de NA et de NB au temps numéro 2, c'est-à-dire 10 plus 11. Donc, on va faire 0 plus 1 sur 10 plus 11. On va trouver normalement 0,048. Étape numéro 3. On va calculer les effectifs de décès attendus, que l'on appelle aussi effectifs de décès calculés, à chaque temps, donc pour chaque échantillon. Donc on va calculer finalement EA et EB à chaque temps de décès. Donc par exemple pour EA au temps 2, EA au temps 2 va être égal au produit du nombre de sujets à risque dans l'échantillon A au temps 2 multiplié par la valeur HT au temps numéro 2, c'est-à-dire par la probabilité de décès commune au temps 2, qui revient à faire 10 fois 0,048 et l'on obtient 0,480. On fait de même dans l'échantillon B pour calculer l'effectif de décès attendu ou calculé dans l'échantillon B au temps numéro 2, c'est-à-dire NB au temps numéro 2 fois la probabilité de décès commune, qui revient à faire 11 fois 0,048 et on obtient 0,528. On fait cette même procédure pour tous les temps de décès. On va déterminer ensuite la somme des effectifs observés DA et DB et calculer totaux EA et EB. Donc pour la somme des effectifs observés DA et DB, cela revient à faire la somme de l'ensemble des individus qui vont décéder dans l'échantillon A au cours de la période de temps de suivi. Donc pour DA, ce qui revient à faire 0 plus 1 plus 1 plus 2 plus 0 plus 1, donc on obtient DA égale 5. Pour DB, on fait la même chose, on obtient 6. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que sur notre période de temps de suivi, on va avoir dans l'échantillon A 5 individus qui vont décéder et 6 individus qui vont décéder dans l'échantillon B au cours des 9 mois. On fait la même chose pour les effectifs calculés totaux. Donc pour EA, on va faire la somme de 0,480 jusqu'à 1,334 et on trouve une valeur EA égale à 5,392. Et on fait de même pour EB et l'on trouve 5,629. Et enfin, la dernière étape va consister à calculer l'indice sous H0. Alors, on rappelle la formulation de l'hypothèse nulle H0 pour ce type de test. Dans le cas de l'exercice, on peut l'énoncer de la manière suivante. La survie des patients atteints d'un adénocarcinome pancréatique ne diffère pas de la survie des patients atteints d'un carcinome endocrine. On va également vérifier avant de calculer l'indice si nos conditions de validité sont respectées. D'après le calcul que l'on a effectué précédemment, la somme des effectifs calculés totaux dans l'échantillon A et dans l'échantillon B sont supérieurs à 5, donc les conditions de validité sont respectées. Donc on peut
calculer l'indice sous H0. Et lorsque l'on applique la formule, on obtient 0,053. L'indice calculé est bien inférieur au seuil, 3,841, puisque ici, on compare deux courbes de survie, on compare du coup deux groupes de patients. Donc on a bien 1 degré de liberté pour un risque alpha égale 5%. Le risque alpha ici n'est pas précisé, mais lorsqu'il n'est pas précisé, on considère que le risque vaut 5%, le risque alpha vaut 5%. Donc notre indice est bien inférieur au seuil, donc on ne rejette pas H0, la différence est non significative. Et donc en conclusion, on considère qu'il n'y a pas de différence de survie entre les deux groupes de cancer pancréatique. Voilà, j'espère que ce cours et cet exercice vous ont été clairs. Bon courage à tous!